Salut les matraqueurs. Eh ouais, c'est Pablo Escobar qui vous parle. J'ai entendu parler de Protect Radio. Il paraît que c'est un podcast sur la self-défense qui est vachement bien. Du coup, je vais interviewer un gars qui s'appelle Jean-Michel Pinard, que je trouve très intéressant. En tout cas, c'est mon avis. Bon, pourquoi je suis masqué? Je suis pas policier, je suis pas dans l'armée, je suis pas dans les forces spéciales, je veux pas me monter une vie. Mais pour raison professionnelle, je préfère rester discret. À bientôt. Salut Jean-Michel, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, Pinard Jean-Michel, 57 ans, 35 ans de arts martiaux, sport de combat et self-défense. Donc, 35 ans dans les métiers de la sécurité. J'ai passé dans tous les domaines, comme tourne-clé chez Securitas, videur de boîte pendant des années. J'ai été garde du corps, j'ai fait des transports de fonds, j'ai été gardien de prison. Enfin, voilà, quoi. J'ai passé par toutes les étapes. Ok. On voit déjà que, a priori, tu sais de quoi tu parles. Grosse expérience dans tout ce qui nous concerne, nous, là, les gens qui aiment la self-défense, qui ont ça pour passion. Au moins, voilà. Ça veut pas dire que tout ce que tu vas dire est vrai, mais en tout cas, voilà, j'aurais plus tendance à écouter un mec comme toi qu'un mec qui n'a rien fait. Première question, quelle serait ou quelle est ta philosophie de la self-défense? Alors, écoute, ma philosophie par rapport à la self-défense, au jour d'aujourd'hui, elle a beaucoup changé parce que effectivement, si tu veux, moi, je suis un prof à l'ancienne, hein, je suis pas la nouvelle génération. À l'époque, si tu veux, on pouvait démontrer, les gens étaient moins violents qu'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Les gens, à l'époque, on se foutait sur la gueule et le lendemain, on allait boire un verre, tu vois? Et je m'aperçois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Les gens deviennent de plus en plus violents. C'est la conjoncture, c'est la perte de travail, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est le confinement, c'est ce Covid-19 qui arrive, qui tend tous les gens, qui rend tous les gens nerveux. Et puis ma philosophie par rapport à la self-défense, aujourd'hui, elle a beaucoup changé parce que je m'aperçois que effectivement, là, on va rigoler, les trucs et astuces ne suffisent plus. Les trucs et astuces ne suffisent plus. Et moi, ma vision de la self-défense aujourd'hui, elle a beaucoup changé. Elle est beaucoup portée plutôt sur les sports de combat que sur les trucs et astuces. Maintenant, aussi, ma self-défense est adaptée au pays dans lequel je vis. On est d'accord? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient des quartiers. La Suisse est encore relativement très tranquille. Ça n'a rien à voir avec la France. On est d'accord, nous, les Suisses, on est encore des gens tranquilles. Effectivement, on a des agressions dans la vie de tous les jours, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir, ce qui se passe en France au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est différent. Et puis, ma self-défense va avec la mentalité du pays dans lequel où je vis aussi. Hein, c'est pas, si j'étais en France, je pense que je serais encore plus voyou que je le suis. Si j'étais, je sais pas, moi, dans un pays où les gens se font agresser tous les jours, eh ben, effectivement, on s'adapte. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Donc, voilà. Et ma vision, elle est qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, moi, je donne beaucoup de styles de self-défense. C'est-à-dire, je donne autant de la self-défense pour les personnes lambda, donc monsieur, madame, de tout âge, ok. Et puis la self-défense professionnelle, c'est pas la même chose, ok. Souvent, des gens me contactent parce qu'ils ont envie d'apprendre à se défendre, mais n'ont pas envie de faire mal aux gens. Alors là, ça se complique, hein. Et je leur explique une chose, je leur dis dans un premier temps, mais pour vous défendre, vous devriez faire mal. Il va falloir que vous fassiez mal aux gens. Quand un mec te met des gifles dans la tête pour te mettre au sol ou des coups de poing, tout ça, il va devoir te faire mal. Donc à un moment donné, il va falloir accepter la douleur et puis se défendre à une situation que tu ne maîtrises pas forcément à chaque fois, quoi. Tu vois? Bon, pour l'instant, la Suisse, c'est vrai que vous semblez préserver de tout ça. Je vais comprendre que ça commençait quand même à venir. Donc, bah, prépare-toi, hein. Mais de toute façon, la vague, elle arrive, hein. Tu vois, comme tu dis, par exemple, les frontaliers, tout ça, on est à côté de la France, hein, c'est juste à côté. Et effectivement, on ressent aussi que c'est plus aussi tranquille qu'avant. Il y a un phénomène de mode aussi qui s'installe, hein, ok, où les gens passent plus facilement la frontière.
viennent faire en Suisse ce qu'ils n'oseraient pas faire en France et vice-versa. Le problème au jour d'aujourd'hui aussi par rapport à l'agressivité, c'est que les jeunes sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Tu vois, familles divorcées, reconstituées, éclatées, la non-acceptation du nouveau monde de la famille, une nouvelle autorité qui vient, une rébellion, de l'incompréhension, tu vois, je veux dire, de l'isolement. Et puis ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes et je cherche une famille dans un groupe. Et, et souvent, ce groupe eh ben, permet de leur ramener des questions, mais pas les bonnes. Enfin, des réponses, mais pas les bonnes. Tu vois, je veux dire, ils parlent tous de leurs problèmes entre eux, de ce qu'ils pourraient faire, pas faire. Mon daron, ma daronne, ouais, ils nous bourrent le mou. Enfin, voilà, quoi. Et on a l'impression que maintenant, les parents, ils maîtrisent plus rien. Et puis, on voit aussi, moi, à mon époque, eh ben, je peux te dire que quand tu avais 15-16 ans et puis que tu avais un policier ou un adulte qui venait te dire ferme ta bouche, maintenant tu te tiens un carreau, tu te tenais tranquille. Maintenant, tu vois, les jeunes à 15-16 ans, et alors ils ont déjà des physiques d'adultes, ok, ils font des choses à cet âge-là que nous, on n'osait pas faire à notre âge. Hein, tu vois, je veux dire, ils ont peur de rien, ils prennent pas beaucoup de recul. Et puis, ben, ils sont capables au jour d'aujourd'hui d'affronter des adultes à 15 ans, à 16 ans, d'affronter des adultes. Et puis, tu vois, il y a aussi cette nouvelle mode des sports de combat, MMA et tout ça qui est arrivée. Ça fait que la plupart des jeunes, ben, déjà, ont leur bande et puis vont s'entraîner dans des salles à des fins personnelles. Hein. Il y en a d'autres, c'est une philosophie, d'autres, c'est une question de s'en sortir, quoi. Ok, de combattre, de se combattre eux-mêmes aussi, tu vois. Et puis, ben, on voit que maintenant, il n'y a plus de limites. Tu vois, par exemple, en MMA, tu prends. Alors, je ne critique pas le MMA, c'est quelque chose que j'aime bien. Je ne suis pas, mais j'aime bien. Et tu vois que la plupart des gens, ben, quand ils combattent, ils n'ont plus de limites. Les seules limites qu'ils ont, c'est les arbitres qui leur disent stop, ou bien le coach qui leur dit stop et tout ça. Quand tu vas dans une cage et que tu frappes un mec une dizaine de fois au sol pendant qu'il est inconscient avant que l'arbitre dise stop, mais c'est que tu n'as plus de limites. Tu comprends? Et puis, ben, quand tu apprends, alors là, je vais être un peu, peut-être les gens vont pas être d'accord avec moi, mais quand tu apprends un chien à mordre, il ne saura plus te lécher la main. Hein, il ne viendra plus te faire des câlins. Il va chaque fois montrer les dents. Donc, voilà, quoi. Et je me dis qu'aujourd'hui, eh ben, les adultes, tout le monde, la police n'est plus respectée, agents de sécurité plus respectés, les professeurs sont plus respectés, tout se perd, plus personne n'est respecté. Et voilà, quoi. Et les jeunes, eh ben, ils se font leur propre opinion, bien ou pas bien, ben voilà, en gros, quoi. Et c'est ce qui amène à cet état de violence au jour d'aujourd'hui, c'est que ben, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et puis ils n'acceptent plus, j'entends, les remarques qu'on puisse leur faire de tout genre, c'est tout de suite de la provoque. Mon père ne me parle pas comme ça, tu ne me parles pas comme ça. Ils parlent, leur patron leur demande quelque chose, leur donne un ordre anodin, ils le prennent mal et tout. Enfin, tu vois, tous ces détails qui fait que le jeune devient de plus en plus violent. Alors, je te rejoins dans tes... Enfin, je te rejoins. De fait, tu sais mieux ce qui se passe en Suisse que moi. Mais que ce soit en Suisse ou en France, bah, mine de rien, on a aussi la jeunesse qu'on mérite, puisqu'on là précisément on parlait de la violence de la jeunesse. C'est pas pour leur trouver des excuses, mais voilà, quand tu vois qu'au-dessus, c'est quand je dis, je parle des politiques, c'est n'importe quoi. Il est normal que voilà que les gens d'en dessous et notamment les plus jeunes n'aient plus foi en toutes ces choses-là, tu vois. C'est un problème de l'Occident, le respect des anciens, le respect de ton prof, tout ça. Bon voilà, il y a tellement eu d'abus à haut niveau et puis c'est redescendu aussi dans l'échelle. Du coup, plus personne n'a confiance. Autre question pour toi, Jean-Michel, si tu veux bien. T'as vu que en ce moment, il y a une petite guéguerre ou une guerre ouverte. J'avais fait une vidéo là-dessus sur voilà 2 personnes, s'en foutent du nom. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette sempiternelle guerre arts martiaux self-défense sport de combat, arts martiaux sport de combat. Enfin bon, on s'en sort plus. Alors, moi, je te dis, cette guéguerre, elle n'est pas constructive. C'est un peu à celui qui a la plus grosse. Voilà. Moi, mon papa, il est plus fort que le tien. On est d'accord? Mon papa, il a une plus belle voiture que la tienne. Mon papa, il a un plus bon travail que le tien et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, ben, tu vois, on devrait
se faire des échanges constructifs. Pour moi, la self-défense, c'est une valeur rajoutée, ok, au sport de combat. Et puis, les sports de combat, c'est une valeur rajoutée à la self-défense. Donc, tu vois, la plupart des gens, ben, regarde, souvent ce qui se passe, c'est que dans les stages, beaucoup de gens pratiquent la self-défense et invitent des professeurs en JJB, en boxe taille, en boxe ou dans d'autres sports de combat à percussion, tu vois, parce qu'ils sentent qu'ils ont, ben, il y a une certaine déficience ou un certain trou par rapport à leur apprentissage, à leur savoir, tu vois, il y a un manque, tu vois, et il faut combler ce manque. Et puis, pour moi, la self-défense, c'est une valeur rajoutée au sport de combat. Pour moi, la self-défense, c'est pas seulement que bourriner la tête d'un mec. C'est pas seulement que faire une technique, un coup de coude, machin, tout ça. C'est aussi la self-défense, prendre du recul. Alors ça, c'est pour les professeurs intelligents qui ont toujours un discours intelligent quand ils montrent une technique. Moi, par exemple, au sein de mon club, quand j'apprends les techniques aux gens, maintenant, je leur dis de moins en moins, c'est de la self. Je dis, voilà, lors d'une empoignade, vous avez cette possibilité-là. Vous ne serez jamais moi et je serai jamais vous. Dans un premier temps. Ça, c'est clair et précis. Et puis, si tu veux, j'aurai toujours un discours. C'est-à-dire que, tu vois, au jour d'aujourd'hui, que tu fasses de la self-défense ou du sport de combat pour te défendre en rue, tout le monde filme. Il y a des caméras partout, tout le monde filme. Et puis, tu es face aussi à tes responsabilités. Tu es face à certains problèmes. Tu comprends? Et puis, pour moi, la self-défense, c'est ce qui te permet légèrement de mettre un frein à tes ardeurs, tu vois. Je veux dire, tu peux pas, par exemple, tu prends par exemple un combattant de MMA, je sais pas moi, qui a fait un combat, qui a pris, je sais pas moi, 250 coups dans le visage, dans le corps, pendant son combat, tu vois. Eh ben, à l'extérieur, il peut pas faire la même chose, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pratiqué les arts martiaux, le penchak silat, le kali, je pratique le padantuken et tout, mais j'ai jamais fait une technique de ce que je pratique dans la rue. C'est toujours la boxe qu'on est sorti, les sports de combat qu'on est sorti. Tu vois, on est tous des bonhommes. On est tous des bonhommes en soi. On a tous un peu, enfin, comment t'appelles ça, nos codes, tu vois. Et puis, ben, on veut faire de la boxe, on veut montrer qu'on est le plus fort et tout. Mais tu vois, effectivement, la frappe dans la gorge, le pic aux yeux, les parties génitales et tout, c'est des choses qu'on ne pense pas tout de suite parce qu'on n'ose pas. Moi, je suis une personne, j'ai toujours été un gros vicieux parce que j'ai eu une enfance assez dure, une éducation à la dure. Quand j'étais à l'école, tout le monde me tapait sur la gueule. Puis à un moment donné, j'ai dit stop. Et là, je suis monté en hiérarchie dans la violence, mais je ne vais même pas t'expliquer à quel niveau de violence je suis monté. Je ne suis pas très fier de ça. J'ai eu une période de ma vie où j'étais un vrai connard. Et vraiment, voilà. Voilà. Et puis, ben, je m'aperçois que toi, cette guerre, elle sert à rien. Tu prends par exemple, ben, moi, je j'ai pas honte de citer des noms. Tu vois, par exemple, Jean Carillo, par exemple. Eh ben, effectivement, dans son discours, Jean Carillo, si tu veux, d'un côté, il a un peu raison, mais sauf que lui, dans sa tête, il va toujours à l'extrême. Tu vois? Oui, eh ben, quelqu'un qui pratique un sport de combat va un peu mieux s'en sortir parce qu'il aura les bases et déplacements, parce qu'il saura encaisser des coups, parce qu'il pourra enchaîner et tout. Oui, il a pas tort. Mais c'est son message qui est véhiculé par lui, tu vois. Je veux dire, c'est qu'il a l'impression que tous ceux qui font des sports de combat sont au-dessus de tout le monde. Mais c'est pas ça le partage. On n'est pas au-dessus des uns et des autres. On est là pour partager. Et tu vois, là, ce qui se passe avec cette guerre des arts martiaux, sport de combat, self-défense. La self-défense, si tu veux, il y a des professeurs qui sont complets. Il y en a d'autres un peu moins. Tu vois, par exemple, ben, moi, je vais te donner un exemple. Eh ben, j'ai un de mes potes qui m'a pris dans son groupe pour donner des cours de self-défense à des infirmières dans des hôpitaux et des infirmières qui vont faire des soins à domicile pour des personnes âgées. Tu vois. Puis un jour, je lui ai demandé, mais prends-moi avec, je veux voir quelle technique tu montes sur tel et tel truc, sur tel et tel truc. Et puis, c'est vrai que les techniques qu'il montrait, j'étais là, c'est pas possible, c'est vintage, mais c'est du vintage, quoi. C'est pas possible. Mais moi, dans ma tête, je pensais pas, ah oui, mais c'est une infirmière qui se fait tirer les cheveux par une mamie de 70 ans, tu vois. C'est une infirmière qui se fait empoigner par un mec qui a des problèmes psychologiques chez lui. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai dû travailler mais des astuces.
Et ce n'était pas de la self-défense qu'on donnait, j'appelle ça les techniques de moindre mal, c'est-à-dire que c'était plutôt comment réagir face à une situation en poignade de cheveux, de poignets et tout, mettre un dialogue pendant la saisie, et puis c'était plutôt des techniques de dégagement. Parce que tu n'as pas le droit de frapper les personnes âgées. Tu comprends? Et au début, moi, je ne comprenais pas. J'étais là dans mon trip. Moi qui suis un mec qui aime aller au charbon, au carton, et je disais, mais franchement, mais là, c'est de la connerie que tu fais ça. Et après, avec du recul, il m'a laissé, moi, donner le cours. Et je me suis aperçu que, dans ma forme de corps, dans mon langage, de la façon de présenter les choses, j'ai dû changer du tout au tout. Voilà. Donc, effectivement, la self que tu veux enseigner à des agents de sécurité, ce n'est pas le même cahier des charges qu'à des infirmières, ce n'est pas le même cahier des charges qu'à des policiers, et ce n'est pas le même cahier des charges qu'à des personnes lambda. Maintenant, dans leur discours de la self-défense, effectivement, on parle toujours de la ménagère, mais ouais. Alors pourquoi on ne parle pas d'un quinquagénaire de 80 ans qui doit apprendre à se défendre? C'est vraiment des exemples stupides. On est d'accord? J'entends, tout le monde a le droit d'apprendre à se défendre. Sauf que, tu sais, par exemple, toi qui as fait des sports de combat, quand tu apprends la boxe à quelqu'un, il y a un apprentissage au début. Tu dois lui apprendre la stabilité, tu dois apprendre à travailler avec ses épaules, à baisser son menton, à coller ses coudes au corps, à mettre des directs avec le poing à l'horizontale, ne pas casser le poignet. C'est tout un apprentissage. OK? Et puis, effectivement, la self-défense, c'est la même chose. Un boxeur, qu'est-ce qu'il va faire? Le jour qu'il se fait agresser, il va mettre une gauche, une droite, un uppercut et tout, OK? Mais ça ne s'est pas donné à tout le monde, faire de la boxe. Mettre un coup de poing, ça fait mal. Tu comprends ce que je veux dire? Pas tout le monde, il y a des tranches d'âge qui ne sont pas capables de faire de la boxe. Donc, moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'adore pratiquer la canne. Voilà. Non, ce n'est pas la canne de combat, c'est la canne de PP, self-défense. Tu vois, je veux dire, comme il y a une discipline qui s'appelle Canne Master, il y a aussi le capitaine Levinet qui pratique ça. Moi, j'adore la canne, mais moi, la canne, je la pratique comme mon cali, tout simplement. Et je me dis que c'est un objet, tu peux l'assimiler à une canne, à un parapluie, à ci, à ça. Et si un jour, tu as l'opportunité, la possibilité de pouvoir t'en servir avec bol, on te l'a appris, tant mieux. Mais effectivement, ça passe ou ça casse, tu vois. Bon, ton point de vue est intéressant parce que tu vois, j'avais jamais réfléchi au fait que la self-défense pouvait être un petit plus ou un gros plus par rapport à une méthode de combat plus classique, on va dire, plus régulière. J'avais pas envisagé ça sous cet angle, mais après tout, pourquoi pas? Moi, ce que je pense, c'est que ça paraît une évidence. Si tu as une base pied-point ou boxe anglaise, un truc un petit peu dur, ouais, c'est de la palissade, mais ça sera beaucoup plus facile que si jamais t'as rien fait. Il y a des gens qui viennent à la self, et comme tu dis, que soit qu'on pas le temps, soit qu'on pas le mental, tout ça, il faut aussi les accepter, quoi. Ou alors tu te dis, je fais un club ultra strict, ultra violent, et pourquoi pas, ça peut s'entendre, mais après, faut pas pleurer parce qu'on n'a pas d'adhérents et qu'on est 5. Voilà, moi, je viens d'un style de karaté au KO dans le club dans les années 90, on était 10, tu vois, et ça dépassait jamais 10, au maximum 12. Donc on tournait sur un petit truc, c'était hyper intense, mais parce que nous on le voulait. Donc voilà, après, oui, dans la self-défense, c'est ce qu'ont pas compris plein de gens qui, à l'inverse, qui eux font du pied-point, de la taille, tout ça. Ils ont une expérience, c'est clair, mais ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tout, c'est-à-dire que, mine de rien, ils combattent dans des règles. Tu vois, ils sont aussi conditionnés, alors moins que le boulanger qu'en bas de chez moi, tu vois, mais ils sont aussi conditionnés à s'arrêter au gong, à s'arrêter quand l'autre a mal, à mine de rien quand même contrôler le mouvement parce que tu fais pas n'importe quoi en boxe taille, tu vois, tu vas pas mettre un chuto à la nuque au gars. Donc ils sont aussi conditionnés. Donc ils n'ont pas non plus la parole sainte, quoi. Tu vois, pour moi, la self, quand tu pratiques la self-défense, il faut un peu développer, il faut être acteur, compositeur, interprète en self-défense. Il faut développer un peu un côté vicieux. Moi, j'ai été videur de boîte pendant des années. Quand tu commences à entamer une bagarre dans une boîte, dans une discothèque,
Ça commence toujours avec une personne et ça finit avec 10 personnes parce qu'il y a des gens qui se laissent aller, que tu connais même pas, ils sont dans le move et tout le monde se fout sur la gueule. Ok. Tu vois, par exemple, on parlait moi j'avais fait une vidéo des parties génitales, quand par exemple tu prends Cario qui disait les parties génitales c'est quasiment impossible, effectivement. Alors moi je vais te dire, je fais partie des gens, si tu savais le nombre de coups que j'ai mis dans les couilles, désolé de la vulgarité, dans les parties génitales quand j'étais videur, bah, j'avais pas de temps à perdre. Mais il faut l'entraîner, il faut oser, il faut savoir le faire. Devoir faire mal à une personne et frapper le premier quand il t'a rien fait et il n'a pas fait, il a fait aucun geste, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai toujours été un mec, je parlais beaucoup, j'endormais la personne, et à un moment donné, je sentais que s'il n'y avait pas le choix, j'ai toujours frappé le premier. Mais, mais, mais combien de fois j'ai frappé le premier? J'ai mis le premier coup de poing, le premier coup de pied et tout ça. Et après, je pilonnais comme dans la cage. Bim, 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 bim. Mais au jour d'aujourd'hui, je pourrais plus faire ça parce que moi, j'ai une grosse épée Damoclès sur la tête. Tu vois, je suis plus tout jeune, je viens un peu cassé et tout. On s'assagit avec l'âge. Mais tu vois, à l'époque, moi, j'avais pas peur des gens. Je rentrais dans tout le monde. J'étais un véritable connard. Je tapais même les nanas, je tapais les mecs, je tapais tout le monde. J'en voulais à la terre entière à l'époque. Et puis j'avais tellement peur que quelqu'un me fasse mal que je tapais le premier. Tu vois, j'attendais pas, tu me pousses, je te pousse, tu me pousses, je te pousse. Mais par contre, le nombre de fois que j'ai terminé au poste, le nombre de fois que j'ai eu des plaintes, mais quasiment toute ma vie d'agent de sécurité, j'ai eu des plaintes au cul. Ça m'a valu casier judiciaire, ça m'a valu des sursis, ça m'a valu des grosses sommes à payer, des frais d'avocat, des machins, tout ça. Et encore aujourd'hui, j'y suis encore en plein dedans, tu vois. C'est ça, tu vois, je veux dire. Donc, effectivement, moi, toute cette guerre à la con, mais ça sert à rien. Tu vois, par exemple, tu prends, par exemple, un Diabaté qui a écrit, par exemple, une fois, et ils ont discuté par SMS, sur Messenger avec Fred Mastro, et puis Diabaté invitait à Fred Mastro de venir sur un ring et puis de lui montrer ce qu'il était capable de faire, tu vois. Fred Mastro, c'est une pointe dans la self-défense, c'est une pointe dans les métiers de la sécurité, tu vois, je veux dire. Mais ce que les gens du combat ne comprennent pas, c'est que tu ne peux pas ouvrir un combat. Quand tu es avec une personne, un VIP ou un membre de ta famille, ta réaction ne sera pas la même que quand tu seras seul, tu vois. Tu n'as pas de temps à perdre, tu n'as pas de temps à perdre. Tu ne peux pas commencer à te mettre face à un mec, dis bon, viens, on y va, on va aller au casse-pipe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tu es obligé, en gros français, d'être vicieux. Tu es obligé de faire des coups vicieux, d'être plus vicieux que celui qui est en face de toi. Tu vois, moi, si j'ai un mec que je sens que je ne vais pas arriver à le maîtriser, je vais un peu l'endormir avec mon dialogue, et il y a un moment donné, je vais frapper, quoi. Mais, mais c'est ça la rue. On parle de rue. La rue, c'est ça. Je vais me mettre à la même hauteur que lui, sauf que j'ai pris la vague avant lui, je l'ai frappé avant. Voilà. Mais, mais pour te dire aussi qu'en 35 ans de métier dans la sécurité, j'ai souvent ramassé le premier coup de poing. Parce que quand tu travailles avec un uniforme, quand tu travailles, tu représentes un label, une société, il y a des caméras autour de toi, toi, tu es un peu le mec qui va venir calmer le jeu. Mais tu sais jamais ce qu'ils ont dans la tête, les gens. Tu vois. Et quand moi, à chaque fois que j'ai porté un uniforme, les premiers coups, c'est moi qui me les ai pris parce qu'on n'y pose pas, parce que tu es là pour relativiser, pour calmer, dit calmez-vous et tout. Et le mec qui est en face, ben voilà. Par contre, quand je mettais pas un uniforme puis que j'étais videur dans une boîte, c'était une autre manche, ça. Mais voilà, voilà. Ok, Jean-Michel, je te pose une autre question. Qu'est-ce que tu penses du couteau? On dit tout, n'importe quoi, j'ai l'impression. Moi, je te donne déjà mon avis. Voilà, le couteau, c'est quelque chose qui... Apprendre à se défendre contre un couteau, pour moi, c'est nécessaire, même si c'est pas le plus gros du truc, parce que très rares sont les gens qui se font agresser trop, mais bon, très rares sont ceux qui se font agresser par couteau. Mais après, voilà, faut essayer de pouvoir proposer, être à même de proposer quelque chose. On sait que 9 fois sur 10, on va être planté, voire on va mourir. Donc, mais malgré tout, il faut quand même proposer quelque chose. C'est quelque chose que ne semble pas comprendre plein de gens. C'est qu'ils prennent pour argent comptant ce qu'ils voient. Mais ce qu'on nous propose de courir c'est bien, mais si tu as 60 ans, courir, et que le mec il a 25 ans, tu ne pourras pas courir très loin. Et en plus, tu seras fatigué quand il va arriver avec son schlass.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, le couteau, j'adore. Déjà, j'adore pratiquer le couteau, je le pratique moi-même et tout. Alors, après la pratique, quand tu fais un art martial, il y a des armes associées, on est d'accord? Donc, soit tu fais un art martial à 100%, soit tu le fais pas. Après, le fait de pratiquer soit le bâton, soit le couteau ou d'autres styles, par exemple, moi, j'aime bien pratiquer le tomahawk, la machette, le couteau et tout ça. Effectivement, ça fait partie de l'apprentissage. Tu vois, quand tu pratiques les arts martiaux philippins ou les arts martiaux malaisiens, la pratique du karambit, la machette, le golok, le kris et tout, ça te donne une forme de corps qui est différente que quand tu pratiques pied-point. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne va pas te rendre invincible. Ça ne va pas te rendre invincible. Le fait de pratiquer le couteau va aussi te permettre d'avoir du recul. OK? C'est comme je dis, le prof qui va t'enseigner le couteau aura un discours associé, soit au niveau martial, ou soit, si ça t'arrive, en cas échéant, dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré le fait de ta pratique au couteau, moi, je me suis pris 4 coups de couteau. Tu vois? Oui, oui, 11 points de suture, j'ai eu là. C'est rentré 2,5 cm sous le pec, 2,5 cm dans le dos, et puis 1 cm au niveau du cou. OK? Et un simple petit couteau suisse, et je ne l'ai pas vu. C'était un jour, c'était un mec qui avait volé des sacs dans un centre commercial. Et puis, je l'avais pris en vidéo et en photo. Et puis, comme c'était le samedi, je n'ai pas pu le choper. Et le lundi, quand j'étais boire le café au bistrot, je vois un mec habillé la même chose. Et je me pointe vers lui. Je lui dis bonjour monsieur, comment ça va et tout. Voilà. Écoutez, est-ce que je peux vous montrer des photos? Vous me dites ce que vous en pensez. Et le mec, il me dit ouais, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a habillé la même chose que moi. Je dis bon, ben ok. Si je vous montre une vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Puis pendant que je discutais avec lui, tu vois, la surconfiance, ce que c'est. Des fois, la routine, la surconfiance, tu oublies tous les critères, ok? Et le mec, je pense qu'il préparait, il ouvrait son couteau dans la poche et tout. Et moi, j'avais déjà appelé la police. Et puis, le mec, il me dit, ouais, je suis désolé, effectivement, c'est moi qui ai volé les sacs, mais on m'a piqué de l'argent. Je dis, ouais, mais monsieur, si on vous vole quelque chose, vous allez au poste de police, vous déposez plainte, mais vous n'allez pas récupérer ce qu'on vous a volé chez les autres. Ça se fait pas. Voilà. Puis à un moment donné, le mec, il me demande s'il peut aller aux toilettes. Puis je dis, non, vous restez là, monsieur. Et j'entends la police arriver avec les sirènes. Et quand j'ai tourné la tête, le mec, il m'a mis un coup de couteau ici. Et, et puis, mais je te dis, je pensais au début qu'il m'avait frappé avec un objet, mais non, je pissais le son comme un porc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? La survie. J'ai pété un câble et j'ai rien fait de tout ce que j'ai appris pendant 35 années de sport de combat et d'arts martiaux. J'ai utilisé la technique du gorille. Le mec, je l'ai lancé dans toute la pièce, je lui ai fracassé les reins, je lui ai tapé dessus comme ça avec mes poings, comme ça. Je lui fracassais la tête au sol. Les gens croyaient que c'était moi l'agresseur. Vous êtes fou, vous allez le tuer. Mais attendant, voilà. Et puis, je suis devenu un animal. Et à l'époque, j'avais acheté un taser que j'avais acheté en France. OK? Donc en Suisse, c'est interdit à l'achat, au port et à l'utilisation. OK? Ça faisait 4 ans que j'avais sur moi parce que dans le centre commercial où je travaillais, j'ai dû faire le ménage à moi tout seul. Donc j'ai dû tous les alcoolos, toxicos, débiles mentaux, assistés, camshoot, tout ça, j'ai dû les jeter en dehors du centre commercial. Et j'étais tout seul. Et puis, je me suis dit, plutôt que foutre la gueule aux gens, je vais plutôt les taser, comme ça c'est bon, quoi. Et là, j'ai pris mon taser, il m'a pété dans la main, je me suis pris 1200 volts, ok? Je suis parti en arrière, et puis les flics sont arrivés au même moment, ils l'ont gazé et tout, et puis voilà, quoi. Et j'ai été condamné pour ça, parce que malgré le fait d'avoir reçu des coups de couteau, j'ai utilisé un taser, et puis j'ai été dénoncé sous la loi sur les armes, j'ai pris 2 ans de sursis, et puis je sais plus combien, 2000 balles ou 3000 balles d'amende. Ouais, voilà, quoi, tu vois. Et c'est pour dire que, de toute façon, et le mec, c'était pas un expert au couteau. Et voilà, il a voulu s'en sortir, se barrer, il n'a pas pu. Et il s'est adapté. Voilà, il n'avait pas mon physique. Moi, je suis un bébé de 120 kilos, tu vois, je veux dire. Et le mec, il a pris un objet qui a permis de mettre nos physiques à égalité. Voilà, t'es costaud, je prends un couteau. Mais j'aurais pu perdre un œil, il aurait pu me. Voilà, il y a eu pas mal de points, voilà, quoi. Tu vois. Et le couteau en lui-même, savoir l'utiliser, c'est bien. Prendre du recul, c'est bien. Et moi, je dis toujours, main armée, main cachée.
quand quelqu'un vous interpelle et que vous ne voyez pas ses mains, tout dépend de l'endroit, ok, où vous vous trouvez, la situation, on est d'accord, voilà, vous vous approchez pas de la personne, et tant que vous voyez pas ses mains, même si vous ne vous approchez pas de lui. Voilà. Et voilà. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai fait le test une fois, hein. J'ai donné un gros stabilo boss à une de mes élèves qui a jamais manié le couteau de sa vie. Il n'y avait pas de angle 1, angle 2, pic, machin, tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je lui ai dit, je mets un t-shirt blanc, puis maintenant, tu vas faire la folle hystérique et tu me rentres dedans. Si tu savais combien de fois j'ai été marqué, mais voilà. C'est pour dire que quand un mec pète un câble, ou une nana pète un câble, ou n'importe qui, t'as beau pratiquer ce que tu veux, tant que t'as pas réussi à prendre le bras armé, tout en espérant qu'il ne sorte pas un deuxième ou quoi que ce soit, moi j'appelle ça la technique de moindre mal. Voilà. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Kala. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos. C'est une méthode, ouais, c'est un peu méthode Kala système. Eh ben, eux travaillent beaucoup là-dessus, tu vois, où ils viennent emprisonner le bras et tout ça, ils vont au sol et tout. Après, je ne veux pas avoir de dialogue, ma façon de penser par rapport à leur méthode, parce qu'on est reparti sur autre chose. Alors je dis, c'est bien, mais après, voilà. Tu sais, quand tu as pris un bon coup de couteau dans le ventre et que tu dois continuer à combattre, ok, et que tu pisses ton sang, et que l'autre, il a encore aucune blessure, t'as beau faire la technique de moindre mal, mais en attendant, tu es en train de mourir pendant que tu combats, quoi. Ok. Il y a un truc que j'aime bien dans tes vidéos, hein, je mettrai le lien sous cette vidéo, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube et puis tes coordonnées de ton club à Lausanne. On voit un petit jeune, tu me dis si c'est trop indiscret, mais c'est quelqu'un de ta famille ou pas. Tu te fais, il est tout seul la vidéo, tu le filmes, il est en train de travailler au sac, il doit avoir 10 ans maximum, et je trouve ça super sympa la façon dont tu l'entraînes et puis ce qu'il montre déjà. Si tu veux, c'est un jeune. Ses parents m'ont contacté, ils voulaient lui faire un bon cadeau pour 3 cours de self-défense. Parce qu'il se faisait souvent embêter à l'école et tout, il a 10 ans. Puis moi j'ai dit, mais écoute, quand il est arrivé, j'ai dit, mais je ne vais pas apprendre de la self, parce qu'en 3 cours, c'est quasiment impossible. Puis je lui ai dit, plutôt, ce que je vais t'apprendre, c'est la boxe. Tu vois. Et ben effectivement, là, là, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'ai mis plusieurs, c'était son 3e cours. Et, effectivement, lui, il est doué, il écoute, ça me fait plaisir. Et puis, toi, moi, je le prends comme, j'adore je le prends comme si c'était mon fils, quoi, tu vois, en gros, quoi. Et il est très attentionné. Et puis, moi, je lui montre la boxe dans un premier temps. Pourquoi? Parce que la boxe, c'est la stabilité, c'est les esquives, c'est les contres, c'est la confiance en soi, devoir affronter, ok, devoir prendre des coups, prendre sur soi. C'est l'apprentissage de la vie, tu vois. Et tu me diras, ouais, mais c'est à 10 ans, c'est dur. Je dis non, à 10 ans, c'est pas dur. Du moment que ça vient de lui, on peut travailler, tu vois. C'est pas ses parents qui ont imposé ça, quoi, tu vois. Et puis, moi, j'adore ça. J'en ai un deuxième qui a 12 ans aussi, qui est blond. Il n'est pas dans le même état d'esprit, mais je pense que je vais faire du bon travail avec, tu vois. Et puis, là, ça fait déjà son 3e cours. J'espère qu'ils vont continuer. Et puis, je vais commencer un peu à le mettre dans le ring, tu vois. Sur une de tes vidéos, ou plusieurs même, on voit une jeune femme aussi, une brune, cheveux longs attachés. Je trouve qu'elle assure vraiment bien, tu vois, il y a de l'impact après, ça reste de l'entraînement, hein, c'est pas ce qui se passe dans la rue, mais en tout cas, ce qui est de sa technique et de sa puissance, c'est très intéressant. J'en ai une, ça fait depuis que j'ai mon école qu'elle me suit. Alors, si tu veux, moi, je donne beaucoup de cours privés, de cours individuels. Parce que toi, il y a des gens, des fois, ils n'arrivent pas à venir en groupe. Puis je leur dis, bon, écoute, voilà, j'ai une tranche horaire, tu peux venir, on s'entraîne les deux. Alors moi, ça me permet de répéter un peu mes gammes, ok. Et puis elle, de s'entraîner, puis de répéter ses gammes aussi, quoi. Mais par contre, tu vois, effectivement, je fais beaucoup de vidéos avec des élèves, mais beaucoup ne seraient pas capables de se défendre dans la rue. Tu vois, c'est comme par exemple, tu vas dans un. Moi, par exemple, je suis haché à cheval, je suis la technique de boxe, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est machin, tout ça, tu vois. Mais quand tu viens des fois dans mon club, moi, je n'ai pas le plus beau club du monde, tu vois. Et quand tu viens dans mon club, tu vas avoir des élèves qui travaillent bien, tu vois. Mais il y en a certains, tu peux les mettre dans le ring, et d'autres, ils n'en ont pas envie. C'est pas ce qu'ils recherchent.
Il y en a qui recherchent un défoulement après le travail. Tu vois, je veux dire, ils ont passé une journée stressée, ils viennent. Mais par contre, je veux qu'ils bossent comme il faut. Mais tu vois, par exemple, ben, y en a, si tu commences à faire du combat avec eux, ben, ils perdent tous leurs moyens. Tu vois, je veux dire. Alors là, ben, je rejoins un peu Carillo, effectivement, où là, il a pas tout tort d'un côté. Tu vois, je veux dire, parce qu'il faut apprendre un peu. Quand tu fais un sport de combat, c'est comme quand tu apprends à faire du couteau. Tu apprends les manipulations couteau, tu sais qu'un couteau, il coupe, il pique, tu connais ses possibilités. Quand tu fais un sport de combat, ben, il faut que tu ailles un peu au charbon de temps en temps aussi. Prendre des coups, voilà. Que tu apprennes à encaisser, à prendre sur toi-même, parce qu'il va falloir esquiver, hein, tu vas contrer, frapper l'autre en face. Il faut que tu passes ce cap-là, tu vois. Et puis après, tu redeviens la jolie fille sexy que tu es avant de rentrer dans le dojo. Tu reviens la jolie caissière ou peu importe. Mais tu vois, du moment que tu sais que tu dois aller au casse-pipe, boum, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, tu sais, quand je dis ça aux jeunes, ils me regardent comme ça, puis c'est qui? Et alors moi, je leur dis, c'est, tu sais, Dr. Banner et Hulk. Puis ils me regardent comme ça, puis ils me font, ah, bon, ok, mais c'est un peu vintage tout ça. Il commence bien là, tu vois. Enfin voilà, il y a un moment donné, les gens, il faut qu'ils aillent au casse-pipe. Et moi, le petit jeune, ça me touche parce que j'entends, eh ben, j'aime bien donner des cours privés. Et puis, ben, je m'aperçois que bah, il est là, tu vois. Il n'est pas ailleurs, il a envie de. Et là, j'espère qu'il recommence parce que là, il a fait 3 cours. Et puis, ben, ses parents vont voir s'ils vont le faire continuer ou pas, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'il continue. Et chaque fois, je vais mettre son acte de progression en vidéo. Bon, comment tu t'en sors, toi et ton club, dans cette période Covid, là? Parce que le sport en général, c'est très compliqué. Franchement, je vous plains, hein. Écoute, alors, tous les clubs sont fermés, on est tous fermés, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué pour tous les clubs. J'ai pas mal d'amis qui ont des clubs et tout. Alors, les cours enfants, c'est autorisé. Tu as le droit de donner des cours enfants. Les cours individuels, cours privés, il n'y a pas de souci. Il faudrait mettre le masque, le machin, tout ça. Les cours de groupe, c'est interdit. OK. Et puis, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile à s'en sortir. Tu sais, moi, avant, c'était une passion. C'est toujours une passion, mais maintenant, ça devient une contrainte pour moi parce que c'est mon seul gagne-pain. Tu vois. Moi, j'ai bossé dans la sécurité pendant 35 ans, j'ai perdu mon boulot, et puis j'avais ma salle parallèlement, je vivais bien. Et là, ben, maintenant que je dois vivre avec mon club, je m'aperçois que eh ben, tu deviens pas riche avec ça, tu vois. Par contre, tu revois tes valeurs à la baisse un peu, tu vas moins aller acheter n'importe quoi, n'importe quand, tu vois. Tu continues aussi ta passion, mais c'est contraignant quand même, tu vois, je veux dire. Et puis surtout que moi, je me suis mis indépendant au mois de mars, il y a une année, quand le Covid est arrivé. Et il fallait déjà confiner. Alors j'ai eu du bol, parce que j'ai pu prendre une partie de mon deuxième pilier pour mettre sur mon commerce. J'avais une Harley, je l'ai vendue pour ma salle, tu vois, je veux dire. Donc ça reporte l'échéance. Mais là, il ne faudrait pas que ça dure au-delà du mois de mars. Bon, t'as vu que j'étais en train de révolutionner Internet avec mon podcast avec 266 abonnés. Eh ouais, s'il vous plaît. Je crois que je dois en avoir 200, je dois avoir 200 et quelques, 250. Oh, mais non. Tu sais, moi, cette guerre que, par exemple, se font Carillo, Frank Roper, à se piquer des abonnés, et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Carillo, il a sa façon de se faire connaître, tu vois, je veux dire. Mais après, moi, c'est surtout les messages que les gens véhiculent. Tu vois, par exemple, on peut dire ce qu'on veut sur Frank Roper. Moi, je l'ai représenté, Frank Roper, pendant 5 ans. J'ai représenté Jousso pendant 7 ans, tu vois. Et eh ben effectivement, les gens sont comme ils sont. Tu défends ton business, tu défends ton commerce, tu essaies de développer un peu plus. Et puis après, ben, quand tu sors de la voie martiale et que tu fais autre chose, les gens, ben, ça leur plaît plus parce qu'ils ne te reconnaissent plus là-dedans. Tu vois, ils te voient, bah oui, comme on appelle ça un gourou, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, qui ne gourounise pas ses cours? Tu vois, je veux dire, il y en a pour certains, c'est leur gagne-pain. On est d'accord? Les professeurs, c'est comme des grands frères. Le professeur, c'est comme un coach de boxe. Le coach, c'est ton soigneur, c'est ton psy, c'est ton coach.
c'est ton grand frère, c'est ci, c'est ça, tu vois, je veux dire. C'est ce qui fait qu'on crée des liens avec les gens qui se sentent bien dans notre club, qui ramènent d'autres personnes, on leur rend et tout. Mais tout le monde gourounise. Mais après, c'est vrai que, ben voilà, après, on accepte, on n'aime pas ce que les autres font, ou on jalouse ce que les autres font. Voilà. On balaye devant sa porte, moi j'explique ça, et puis voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. C'est clair que chacun balaye devant sa porte et puis la rue sera propre, comme on disait dans le temps. Bon, Jean-Michel, merci d'avoir de t'être prêté au jeu du podcast Protect Radio. J'ai bien aimé cette discussion. Je te souhaite le meilleur. Je sais pas si on peut encore te souhaiter la bonne année. Ben, en tout cas, je le fais pour toi et les tiens. D'abord, une santé de fer. Le reste, c'est à toi de gérer. Sans embrouille, si possible. Bon, au montage, j'ai un peu merdé, donc on verra pas quand tu me dis au revoir. Mais voilà, sachez j'allais dire les internautes, mais c'est presque ça que voilà, c'est un mec que je connais pas, que juste pas plus que vous, si ce n'est une demi-heure avant vous. Et j'aime bien son approche. Il gagne à être connu, donc je mettrai le lien. Regardez en dessous, il y aura le lien de son club à Lausanne et puis de sa chaîne YouTube. C'est simple, mais moi c'est ce que j'aime. C'est quand c'est simple, il n'y a pas 36 000 trucs bizarroïdes. Je vous dis à bientôt. Plata au plomo.